Bonjour tout le monde, je m'appelle Athénaïs Fondrevel et vous écoutez l'épisode 3 de Fabrique du sentiment d'échec. Pour ce troisième épisode, j'accueille Léa. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. Je suis illustratrice et à la fois AESH et accompagnant d'enfants en situation de handicap. Alors c'était AVS, donc auxiliaire de vie scolaire, et puis ça a changé. Donc j'accompagne un enfant qui a 11 ans, qui est en sixième et qui est dyspraxique, et enfin multidyspraxique, dyslexique. Je l'accompagne 3 jours par semaine, en tout sur 11 heures. Donc voilà. Alors j'ai commencé mon accompagnement en septembre avec lui. Donc, c'était vraiment la première fois que j'accompagne un enfant dyspraxique, un enfant 10. Avant, j'étais à la maternelle, donc c'est vraiment, je passe d'un élément à un autre. Donc voilà, il a fallu que j'apprenne à ses côtés puisque je n'ai aucune formation sur la sur la les troubles 10. C'est-à-dire que en fait, quand on est recruté, on sait qu'on va avoir 60 heures de formation. Donc des formations, des bouts de formation en relation avec le handicap. Donc moi, il se trouve que quand j'ai commencé à être AESH, il y a eu toutes les grèves de Paris. Je sais pas si tu es à Paris, ou les grèves de transport, non? Voilà, bah, moi ça a été assez compliqué de me déplacer dans Paris, du coup je n'y suis pas allée. C'était pas possible juste de se déplacer. Et puis ensuite vient le corona. Donc voilà, en tout j'ai dû faire 2 heures de formation, parce que voilà, c'était pas possible pour moi de me connecter sur internet, puisque les formations n'étaient plus en présentiel mais sur internet. Donc ça nécessite quand même d'avoir le matériel, d'être à l'école et d'être disponible aussi. Parce que quand on est AESH, il faut savoir que la plupart du temps, on a 24 heures d'accompagnement. Donc à la fin du mois, on se retrouve avec 700 et quelques euros dans la poche, ce qui n'est pas grand-chose. Et donc la plupart des AESH ont un deuxième travail, ce qui est mon cas, puisque de toute façon, clairement, je n'en vivrai pas. Donc rester disponible pour des formations, ça reste compliqué. Voilà, surtout que bah, il faut être disponible quand la formation tombe, et moi c'est pas mon cas, donc en fait je choisis aussi de de ne pas y aller en fait. C'est parce que je ne peux pas. Donc je ne suis pas du tout formée au handicap, mais par contre, comme je suis, enfin pour les 2 accompagnements que j'ai faits pour le moment en maternelle et donc là au collège avec l'enfant où je suis en relation avec les parents. Donc les parents sont là aussi pour nous indiquer la marche à suivre, pour éventuellement nous mettre en relation avec les professionnels qui accompagnent l'enfant. Donc ça c'est chouette aussi pour pas qu'on fasse n'importe quoi, parce que comme là par exemple mon élève est suivi par tout ce qui est orthophoniste, tout ça, enfin faudrait pas que je lui indique de mauvaises choses et qu'il apprenne n'importe quoi. Enfin c'est pas le but quoi. Du coup, ben, c'est comme ça que j'apprends en fait. C'est au contact des parents, des profs, on est tous là en fait pour essayer de faire évoluer l'élève comme on peut, quoi. Après, les moyens, du coup, ne sont pas au rendez-vous, hein. Vraiment, là, je parle assez ouvertement. Des fois, moi, j'ai vraiment l'impression d'être lâchée, quoi. D'être totalement, hop, allez, on te lâche avec un élève et tu te débrouilles. Voilà. Bon après ça me va aussi, hein, ça fait aussi partie du métier, hein, c'est la débrouille, on a des groupes d'AESH où on se donne, nos petits tuyaux, nos petits tips, comment tu fais je sais pas, pour une dictée, ou comment tu fais, pour tout ça. Et puis, je pioche des éléments à gauche, à droite, et puis voilà quoi. Je fais ma petite tambouille. Ouais, ça te fait quand même beaucoup de travail à côté, en fait, quand tu es pas avec l'élève, Ah oui, de c'est de sûr. Ah bah l'auto-formation, en fait.
Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, de toute façon, moi, quand je suis pas avec lui, donc je suis soit sur Instagram, mon compte illustration, soit je suis en train de checker les groupes d'AESH pour choper des tuyaux, des machins, des bidules, voir ce qui s'est mal passé chez l'une et ce qui s'est bien passé chez l'autre et voilà, quoi. Mais clairement, ouais, c'est pas, enfin, je fais 11 heures, mais je fais plus, en fait. Je fais plus, hein, les la relation avec les parents, bah, je la fais aussi hors accompagnement. La relation, professeur aussi, c'est pareil, c'est hors accompagnement donc bon, voilà. Mais il y a toujours, moi ce petit truc de me dire: «Ouais, je fais pas mes 60 heures de formation» et ça m'embête. Mmh. Et d'un autre côté, ben, je suis là: «Oui, mais en fait, je gagne pas tant que ça et j'ai besoin de» enfin, qu'on m'impose, ces temps de formation, moi ça m'embête en fait, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc vraiment, à propos de ça, je pense qu'ils devraient plutôt mettre en comment? Ils devraient plutôt demander nos disponibilités plutôt que de nous imposer en fait, cette formation que je veux faire en plus. Ouais, ou juste, je sais pas, faire sous forme de MOOC, tu sais, des vidéos, qui sont disponibles Exactement, sur un site ou avec ou même des documents, écrits, hein, parce que c'est ça, tu c'est pas ça. C'est ça. Alors que là, tu vois, donc quand c'est pas en présentiel, forcément, il faut se connecter, mais voilà, faut avoir le temps, faut avoir, les moyens et moi, je les ai pas eus, quoi. Donc effectivement, mettre en place une base de données où on puisse vraiment piocher, et regarder des vidéos et puis qu'on soit peut-être, contrôlé, hein, si c'est ça le problème derrière pour qu'on dise: «Ah bah oui, bah, elle s'est bien connectée, OK, c'est bon». Parce que là, enfin pour moi, si je les suivais cette formation, ce serait vraiment l'enfer, quoi. mmh. Genre je ne ferais que ça, mais je serais pas payée plus. Alors comment on devient ESH? Eh bien, en fait, pour ma part, il m'a fallu juste avoir le bac. J'ai eu un entretien, au rectorat où, j'ai eu un il me semble que j'ai eu un petit questionnaire, de savoir comment je pourrais gérer telle ou telle situation et ensuite j'ai été rappelée pour un entretien. Donc pareil, 2 personnes, qui me posaient des questions sur une mise en situation, voilà et puis j'ai été rappelée par la suite, pour commencer donc en maternelle. Un accompagnement avec un élève, en fauteuil, voilà. Donc l'année d'après, je me retrouve au collège, je passe vraiment du coq à l'âne. On m'envoie de la maternelle au collège. C'est différent mais c'est très chouette aussi. OK et à propos des troubles 10, c'est donc tu connaissais avant de rencontrer ton élève ou très peu? Alors avant de le rencontrer, j'en avais entendu parler forcément donc sur les groupes, de discussion d'AESH. Moi-même au collège, je me souviens d'une élève, enfin d'une camarade de classe qui était, dyslexique. Je me souviens qu'elle s'en prenait plein les dents la pauvre. Enfin, je me souviens, enfin, des remarques méchantes et blessantes, hein, ça m'avait particulièrement marquée. Pour les parents, en fait, il faut faire un dossier MDPH pour Ouais. avoir, cette aide-là. Ouais et c'est souvent, d'après ce que je comprends puisque, bah, moi je suis pas parente d'élèves en situation de handicap, mais je crois que c'est quand même assez compliqué en fait d'obtenir une aide humaine. Je crois que les dossiers des enfants passent par la MDPH, par la CDPH. C'est une commission en fait alors je dis ça assez grossièrement parce que moi non plus, hein, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais en gros voilà, il y a une commission de professionnels, qui dit voilà, il a le droit à tant d'heures, donc son dossier est sans doute passé au collège et puis, voilà, le collège met à disposition, une aide, humaine. Voilà. Tu l'aides dans quel cours principalement? Alors moi je suis là sur, des journées. Donc c'est-à-dire qu'en fait, même quand il n'a pas vraiment besoin de moi, je suis là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas à la carte. Il a fallu aussi que je lui explique ça parce que lui comprenait pas pourquoi j'étais là, sur les matières où il n'avait pas besoin, quoi. Donc il a vraiment fallu que je lui dise: «Écoute, enfin,
Moi, si j'étais là à la carte, ce serait pas possible, quoi. Je pourrais pas gagner ma vie. Donc je suis là en maths, même si tu n'as pas besoin de moi. Je suis là en français quand tu as beaucoup besoin de moi. Je suis là en espagnol et en anglais et donc voilà, j'ai quand même fait en sorte d'aménager mon emploi du temps pour pas, que je l'accompagne sur 2 heures d'EPS qui ne desservaient strictement à rien. Mmh. Donc en fait, de 2 jours, je suis passée au mercredi matin au lieu du mardi après-midi pour l'aider sur une heure où vraiment il avait besoin, 1 heure d'anglais. Mais en gros, voilà, les matières où lui va avoir beaucoup besoin, c'est les matières enfin, de langue, quoi, le français, l'espagnol, l'anglais. Heu, Après les matières scientifiques, j'ai énormément de chance parce que moi je suis très nulle en maths. C'est un petit génie en maths. Du coup, il a absolument pas besoin de moi, mis à part pour noter ses cours. En fait, c'est ça le problème, c'est que, en soi, enfin, il doit avoir 16 de moyenne. Voilà, tu vois? Pour te dire, c'est un enfant très, très en avance, mais par contre, ce qui le bloque, c'est l'écriture, c'est la lecture, c'est, s'installer, à son bureau. Parce qu'il perd ses affaires, il voilà, son principal problème, c'est là. En maths, ce que je vais faire, en fait, pour l'accompagner, bien évidemment, il a pas besoin de moi pour faire des équations, pour faire, tout ce genre de choses, hein. Ça, il se débrouille tout seul, comme un chef, il y a pas besoin d'aide. Mais par contre, voilà, pour noter ses cours, heu, il a des heures, du coup, le reste de la semaine où je suis pas là. Moi, je retrouve ses cours qui sont qu'à moitié notés. Alors, moi, ça me fait pas trop enfin, moi, ça m'inquiète pas trop parce que, il compense avec sa mémoire. Il a une mémoire énorme et en fait, les cours qu'il ne note pas, enfin, il connaît ses cours. Voilà. Donc, moi, je suis là pour attraper, exclusivement, sur l'écriture, voilà, tout ce qu'il aura pas noté, dans ses cahiers, voilà, je vais mettre ça en place. OK et pendant les contrôles, ça se passe comment? Donc à ce moment-là, c'est moi qui écris à sa place et ça arrive, assez peu souvent et d'ailleurs, c'est là que j'ai que je remarque que la prof de français me corrige mes fautes. Retour de contrôle, je fais: «Oh là là, mais» je retrouve la copie avec des fautes entourées donc là, sur ce coup-là, je me suis dit: «Bon, comment est-ce que je dois prendre le truc?» Puis au final, je me suis dit: «Mais en fait, c'est moi-même, je me dis, que faire des fautes d'orthographe, c'est la fin de ma vie. Enfin, qu'est-ce que je donne, à mon élève, quoi?» alors que lui, ben, il fait énormément de fautes, il a énormément de difficultés là-dessus, alors que moi, avec mes 4 pauvres fautes d'orthographe, je m'apitoie sur mon sort. C'est ah bah, c'est pas grave, quoi et même dans ses cahiers, si je fais des fautes d'orthographe, ben, voilà, j'évite de me mettre la pression parce que en fait, tout le monde fait des fautes et que c'est pas grave, en fait. C'est pas ce qui compte. Mais ça a Voilà. été difficile pour toi ça au début, enfin ce genre de choses, bah, justement cette pression qu'on pouvait avoir qu'on pouvait mettre sur toi de faire les choses vraiment bien, très, très Ouais. bien? Ouais et bah, j'ai eu, ouais, un peu la pression, quoi, au départ, de pas me tromper, de quand j'écrivais ces cours, j'étais systématiquement à tout relire, mais quitte à moi-même perdre le fil de ce que j'écrivais, en fait, à regarder vraiment, pour faire zéro faute et puis petit à petit, en fait, j'ai relâché la pression puisque, en fait, c'est aussi ça, je veux pas non plus lui transmettre, cette phobie, en fait, de mal écrire, voilà, au moindre truc sur internet, on se fait lyncher parce qu'on fait une petite faute, voilà, enfin, voilà, je veux pas non plus lui transmettre cette idée que pour moi, c'est une fin en soi de faire quelques fautes d'orthographe, quoi. Enfin, faut lâcher la pression là-dessus et puis c'est là où je te dis que j'apprends moi aussi parce que c'est vrai que, je pensais certainement pas comme ça, l'année dernière, tu vois? Par exemple, voilà. Donc au niveau de la pression, oui, beaucoup au début et puis, beaucoup moins aujourd'hui. Il avait déjà quelqu'un avec lui en primaire, ça s'est plus ou moins bien passé. Bah, comme dans toute relation humaine en fait, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Du coup, au début de l'année, il a eu énormément de mal à m'accepter, en fait et il a été, énormément dans le rejet, dans le comment? Dans le rejet, il voulait pas que je sois là, il voulait pas, enfin je le gênais, en fait, quoi, même que physiquement parce que j'étais,
bah, en fait, on est un peu collé à notre élève, quoi. On est obligé parce que pour l'aider, on est obligé d'être à côté. Donc ça lui est arrivé, en fait, d'avoir des gestes, assez violents, où, il me tire ses affaires, où, il est à 2 doigts de jeter des trucs, enfin voilà, il était vraiment, bah, j'ai relevé, tous ces petits, gestes, toutes ces paroles, un peu agressives. Donc on a eu une réunion avec les parents et donc voilà, tout a été mis au plat et donc après le premier trimestre et ben, il a pris en compte toutes les remarques qu'on a pu lui faire. Moi, je me suis faite de mon côté plus discrète et en fait, c'est passé, tout seul, quoi. Voilà. C'est accepté, c'est bon, c'est passé cette phase, d'acceptation, est passée donc voilà. Mais je pense que c'était vraiment, vu qu'il avait quelqu'un aussi en primaire, je pense que c'était vraiment le truc de dire: «Bah, je suis grand quand même, là j'arrive au collège, j'ai besoin d'avoir des potes, enfin, j'en ai marre, quoi». Voilà. Ouais, moi, le fait qu'il me repousse et qu'il me rejette, ça me enfin, ouais, ça me rendait un peu triste, quoi. J'étais là: «Mais, comment est-ce que je peux faire pour être acceptée, et puis en fait, alors je peux pas dire qu'on a sympathisé puisque de toute façon c'est voilà, ça reste, professionnel, mais par contre, voilà, il vient vers moi, quand il a besoin maintenant, il sait venir vers moi et il sait que je vais pas l'envahir sur son terrain, lui poser telle ou telle question alors qu'il est concentré. Enfin voilà, effectivement, on a mis au moins bien un trimestre à s'accorder quoi, tous les 2. Au niveau des élèves, moi je fais en sorte d'être, très discrète. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas là pour copiner avec des enfants de 6e quoi. Je suis là pour accompagner mon élève et que, lui puisse se sociabiliser. Donc pour ça, en fait, il faut que je sois discrète. Donc la relation est plutôt bonne. On va dire aussi que je suis un espion des profs parce que, il faut se dire, que, bah, des fois, il y a des petits drames entre élèves et cetera. Moi, je suis quand même là, un adulte dans la classe, donc je garde un œil sur la classe, mais très discrètement et voilà, je ne m'occupe pas de ce qui ne me regarde pas, les profs font leurs cours, moi je suis juste là pour mon élève, et puis voilà. Mais c'est arrivé que je doive faire un rapport, sur une élève justement qui m'avait manqué de respect, quoi, voilà. Mais bon, c'est arrivé une fois, c'est vraiment, ça reste marginal, quoi, c'est pas, voilà, les enfants savent que je suis là, que je suis là pour accompagner mon élève et que voilà, je suis papillon aussi, parce qu'il y en a qui font aussi, hein, qui confondent un peu mon rôle. Mais bon voilà, ça c'était au début de l'année, maintenant voilà, ils savent que je suis là, mais que je suis pas là et moi ça me va très bien. Je sais que dans la classe juste à côté, il y a 3 AVS, 3 AESH pour la même classe, donc voilà, ils sont assez je sais pas comment ils font, hein, mes collègues, mais moi je sais que déjà toute seule dans ma classe, on est déjà beaucoup. Je sais pas comment je réagirais moi avec autant d'adultes, je sais pas comment font les profs non plus parce que c'est aussi, moi je sais que les profs m'ont déjà dit que c'était impressionnant pour eux, des fois qu'ils savaient pas trop comment gérer leur classe parce que certains peuvent se sentir, observés, certains peuvent se sentir jugés, et en fait, c'est bon, moi j'ai rassuré, une des profs avec qui je bossais qui était là en train de j'avais l'impression de chercher, une approbation, de quoi ou qu'est-ce et puis je la rassure bien, je lui dis: «Mais en fait, c'est vous qui avez le CAPES, enfin, vous savez ce que vous faites. Moi, je suis pas là pour, intervenir dans vos cours. Je suis pas là». Donc il a fallu qu'on se rassure. D'ailleurs, c'était enfin, la prof de français qui au début, alors c'est assez dingue parce qu'au départ, au début de l'année, les profs savaient que j'étais là pour un élève, dyspraxique, dyslexique, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit et au début, il est vrai que, il y a eu des remarques assez, moi qui m'ont piqué en fait. Donc c'est des remarques en fait qui sont, des remarques, d'ignorance en fait, je dirais, de maladresse, de plus que de la pure malveillance. Mais, en fait, si je me place dans la tête d'un enfant dyslexique, dyspraxique, moi je pense que ça m'aurait blessée. Avoir un retour de contrôle en début d'année,
avec des réflexions du style, «C'est illisible, je ne comprends rien, c'est attention l'orthographe», alors qu'on sait que cet enfant est dyslexique, dyspraxique. Bon voilà, enfin j'ai trouvé ça moyen, mais au fur et à mesure en fait de discussions avec les profs, de concertation, ce genre de remarque est vite parti, a vite disparu. Heu, voilà et puis il faut se dire aussi que les profs ont pas que, cet élève-là, ils ont aussi, la trentaine d'élèves qu'il y a autour. Les choses, avec et je t'expose, les choses, d voilà, avec mon point de vue. Les profs ont pas vraiment, la possibilité de ils voudraient, hein, la plupart des profs avec qui je parle et leur but, c'est pas de mettre en échec les enfants, au contraire, c'est de pouvoir les accompagner, mais accompagner chaque enfant, à besoins spécifiques, là, toute seule à l'heure d'aujourd'hui, ils sont seuls, quoi, dans une classe, des copies à corriger, des cours à préparer, c'est pas possible. Pour l'instant, l'école ne s'adapte pas en fait, ne peut pas, ne se donne peut-être pas encore tous les moyens. Ça avance petit à petit, hein, mais pour l'instant, c'est voilà, c'est pas possible. Il faut se dire que j'ai récupéré son dossier, mais il y avait, encore, 5 ou 6 élèves en attente de d'AESH et qui n'ont pas eu d'AESH dans mon collège. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié des élèves n'ont pas, d'AESH dans le collège où je suis. Alors moi, j'ai eu une scolarité assez, en dents de scie en fait, j'ai jamais été très bonne à l'école, j'ai pas souvenir d'avoir, même aimé l'école. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les maths, tu vois, par exemple. Je veux dire, je n'ai jamais, jamais rien compris aux maths. Donc j'ai pas de problème, hein, je comprends les nombres, je suis pas dyscalculique ou pas, hein, je le sais. Mais par contre, voilà, enfin les contrôles, à -5, moi j'ai eu une prof qui me mettait des -2, s'il te plaît. Au collège, j'avais des -2 en maths. Donc voilà, parce que non seulement, j'arrivais pas à le contrôle, mais en plus comme, je gribouillais les formules, enfin j'écrivais n'importe quoi, donc du coup le rendu du cahier était 0, le contrôle était 0, bah, pour la peine c'était -2 quoi, tu vois? Donc du coup, je sais pas si cette histoire-là, ça m'a marquée aussi, dans le fait de dire, ben, moi j'ai eu une difficulté quelque part en maths, mais par contre, alors je dessinais sur mes cahiers, mais je sais pourquoi en fait. Et j'ai souvenir aussi d'une prof, parce que j'ai dû redoubler ma 3e, d'une prof, qui m'avait dit, bah, que je ferais rien quoi, tu vois? Que j'y arriverais pas, que et ben, voilà, j'ai des difficultés en maths, mais j'ai aussi des facilités en dessin qui fait que, ben, aujourd'hui, voilà, je sais dessiner, quoi. J'ai fait mon collège, tant bien que mal, je suis tombée en CAP photo, donc j'ai fait, des études quand même artistiques, ce qui m'a convenu, hein, parce que moi de toute façon je pouvais pas, rester en classe, à étudier, c'était pas possible. Du coup, je me suis retrouvée en photo et après mon bac, j'ai fait, une année en illustration et après il m'a fallu quand même quelques années de courage, pour me lancer. Mais c'est vrai que j'ai pas eu une scolarité, hyper brillante, hein. Je veux dire, je me souviens, collège en plus, je passais derrière mon frère qui lui avait des notes excellentes et que moi je savais pas travailler toute seule et que j'avais des notes, vraiment, limite, limite quoi. Heu, voilà, j'ai pas une scolarité très brillante et du coup, je me suis pas dit tout de suite que enfin, l'aide à la personne, ça m'est venu après, en fait. Parce que je me suis dit, à un moment donné de ma vie, je me suis dit que j'avais besoin, pour moi, de ne pas être, tout le temps en train de dessiner et que j'avais besoin d'aider, d'être là pour les gens et surtout d'être active physiquement et tout ça, quoi. Enfin, moi, rester toute seule, ça m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai commencé par passer un CAP petite enfance que j'ai eu. Hem
Et ensuite, je me suis dit, bon après j'ai eu des contrats d'édition, donc du coup j'ai un peu lâché l'affaire. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre ce truc-là avec les enfants parce que j'ai adoré ce que j'ai vu en CAP. Et ben toc, hop, AESH, j'ai foncé, voilà. Mmh. Et du coup, tu te sens bien dans ce métier-là? Alors je me sens bien dans ce métier-là, par contre, la maternelle me manque. Mmh. Et je pense que je préfère vraiment être en contact avec les enfants de maternelle. Je trouve que bah, de toute façon, c'est pas le même métier, hein. AESH, en maternelle, c'est pas la même chose qu'AESH, en au collège, encore moins au lycée, en Ulysse, enfin tout ça, c'est voilà, c'est chaque, donc du coup la maternelle me manque, mais j'adore mon métier. Et bah, c'est le problème pour moi, c'est qu'il est pas valorisé du tout. Enfin, là, je te disais tout à l'heure, c'est un poste, voilà, occupé par, il me semble 90 des femmes, c'est très précaire, c'est voilà, en moyenne, on touche 760 € par mois. Il faut qu'on reste disponible, il faut qu'on soit bienveillante, il faut que, qu'on s'accorde, avec, les parents, avec, les profs, avec c'est vraiment un métier à part entière. Et mais voilà, on est considérés, vraiment comme des moins que rien, quoi. Vraiment, c'est dommage. Moi, c'est ce que je regrette un peu dans ce métier parce que, on est toutes à dire on adore notre métier, mais on n'a pas de statut. On a pour avoir un CDI, il faut, empiler, 3 ans de CDD plus 3 ans de CDD. Donc, voilà, une fois qu'on est arrivé au maximum, on peut prétendre à avoir un CDI. Enfin, il faut vraiment, reconsidérer ça parce que, bah, parce qu'on est des personnes importantes, en fait, dans la scolarité des enfants qui ont besoin, même pour les profs. Parce que alors il y a certains profs qui sont assez, réfractaires, je pense, parce que, bah, parce qu'ils ont leurs raisons, ils aiment pas qu'un adulte soit là, dans leur classe et cetera. Mais il y en a beaucoup d'autres qui disent: «Bah oui, mais heureusement parce que nous, on pourrait pas passer autant de temps avec un élève et nous, notre but, c'est pas que l'élève échoue dans sa scolarité, donc heureusement que vous êtes là, quoi». Mais bon, quand tu vois, 24 heures obligées, très peu de temps plein, du coup, c'est pas valorisant, quoi, c'est pas valorisé, c'est voilà, c'est dommage. Donc je pense que je vais passer, mon concours d'ATSEM pour travailler vraiment en maternelle et avoir un vrai statut et avoir, tout ça et puis à côté faire des petits contrats d'illustration. Mais voilà, c'est vrai que pour moi l'aide à la personne, c'était pas, ça a fait partie de moi après, quoi. C'était pas, ça a pas tout de suite été là, quoi. Parce que moi-même, en fait, j'avais besoin d'aide dans ma scolarité. Enfin, je me suis pas dit: «Ah tiens, et si j'allais aider quelqu'un?» alors que moi-même, bon, je travaillais pas très bien à l'école. Enfin non, non, c'était pas, c'est voilà, c'était pas mon objectif premier, quoi. C'est ici que se finit cet enregistrement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler. Si vous voulez témoigner, je suis disponible sur Instagram et Facebook, à la page Fabrique Sentiment d'échec. Et pareil, pour me soutenir financièrement, c'est sur Tipeee, Fabrique du Sentiment d'échec. La musique est de Lisa Chetto. Et voilà. À bientôt!